Et aujourd'hui, David Castello-Lopez est notre invité. Salut David. Salut Lorenzo, ça va? Bah ça va très bien. J'accueille aussi Valentin, notre monsieur interview de la matinale autour de la table. Salut Lorenzo, salut David. Salut, ça va bien? Alors ce matin, on va rentrer dans l'univers d'un artiste aux idées bien perchées, si je peux me permettre. Ouais. Je sais pas. David Castello, c'est un journaliste de profession qui a muté en trublion des médias et des internets. Aujourd'hui, on te voit partout, que ce soit sur Combini, sur Arte, sur France Inter, avec des questionnements toujours plus absurdes les uns que les autres, on va en parler. Et ce matin, on te reçoit pour parler de ton spectacle authentique, qui est à l'image de ton œuvre, joyeusement chaotique et passionnant, mais aussi de ton livre, Les Origines, qui est sorti ce mercredi. Oui. Mais, parce qu'il y a un mais, je trouve que tu as l'habitude de beaucoup taper sur les clotaires. Et au nom des clotaires de France et de Navarre, j'aimerais bien savoir pourquoi toute cette persécution. Sur les clotaires, bah parce que clotaire, on se dit ouais, c'est un genre de mec les clotaires quoi, tu vois. Voilà, c'est un Comment peu tu comme le visualises le clotaire? les Valentins aussi, je crois. Aïe. Je visualise les clotaires avec un peu bien peigné, avec voilà un peu bobo comme ça, un peu qui habite au sud de Pigalle. On voilà. visualise totalement là. De gauche mais avec des fringues chères, tu vois, enfin des trucs comme ça quoi. S'il y a des clotaires qui nous écoutent, on vous apprécie quand même. Et on est très content de recevoir donc David Castello-Lopez ce matin sur Move. David, tu as un CV long comme le bras. On te connaît pour tes chroniques sur France Inter, sur Arte, ou bien pour tes interviews sur Combini avec Smalltalk. Il y en a une qui est sortie hier, si je me trompe pas d'ailleurs. Et ce matin, tu es notamment venu nous parler de ton spectacle authentique que tu joueras au Grand Rex le 15 octobre 2024, Exactement. au Zénith de Paris le 13 juin 2025, Oui. et un spectacle qui démarre d'ailleurs très fort puisque tu te fais cette remarque. Les nazis étaient allemands. Mais fondamentalement, le nazisme aurait pu naître dans un autre pays. En Angleterre, au Mexique, au Portugal. Alors de suite, tu t'attaques au plus gros des tabous. Pourquoi? Ouais, mais je sais plus si les nazis c'est si tabou que ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que on fait beaucoup de blagues sur les nazis. En fait, c'est assez acceptable, je pense. Et ouais, après, non, je pense qu'elle passe cette blague en fait. Elle passe. Ok. Je me rends compte qu'elle choque pas tant que ça les gens dans le public. Il y en a d'autres qui choquent plus. Et c'est un peu une manière de poser ton humour dès le début de toute manière. Ouais, c'est un peu super. Tu veux commencer pour un truc un peu fort qui secoue, Ouais. tu vois. Et les gens ils font oh là là, mais quand même. et voilà, ça démarre bien. C'est pas si mal de démarrer un spectacle par un truc de ce genre-là. Quoi. Alors tu dis qu'il y a d'autres blagues qui secouent un peu plus, et d'ailleurs très vite dans le spectacle, tu dis que t'aimes bien faire des vannes un peu limites, qu'il n'y a rien de plus drôle que de faire semblant d'être raciste quand on ne l'est pas. Et je pense qu'il y a plein de gens, et même notamment dans l'humour, qui sont Ouais. pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Pourquoi est-ce que toi t'as cette affection pour ce type de vanne? C'est juste, tu vois bien la différence entre les humoristes quand ils sont pas sur scène ou quand ils sont pas dans des vidéos ou des trucs comme ça, et les humoristes sur scène. C'est-à-dire que quand il y a une bienveillance et que tu sais que les gens sont pas racistes et qui sont gentils en fait, on peut se permettre entre nous de faire des blagues qui sont de cet ordre-là. Et en fait, quand t'es sur scène, t'es plus prudent, quoi, tu vois. Et c'est juste que je dis, c'est assez marrant de faire semblant d'être raciste, quoi. Quand tu sais, mais c'est très important de savoir que en fait la personne en face de toi qui fait cette blague, elle n'est pas raciste. Ouais. C'est très important. Et donc du coup, comme tu le sais, t'acceptes la blague. C'est le totem d'immunité qui va te permettre de faire cette blague. Ouais. T'as jamais peur de te faire rattraper par un vieil extrait et de te dire ah merde, j'avoue que celle-là en fait peut-être que maintenant Maintenant, elle passerait moi, ouais. Peut-être. Non, ça va, ok. En tout cas, le cœur de ce spectacle, c'est la question de l'authenticité. Ouais. C'est une notion qui a été pas mal galvaudée par les politiques, les publicitaires, t'en parles dans le spectacle, tout un tas de gens. D'où elle vient cette réflexion de base sur la question de l'authenticité? Pourquoi est-ce que tu as voulu traiter de ce sujet-là? C'est un truc qui m'intéresse parce que c'est passionnant. C'est un truc c'est un truc humain et qui est universel chez les êtres humains. C'est-à-dire que on est la seule espèce pour laquelle la question de l'authenticité peut se poser. Jamais tu te demandes si un saumon il est sincère. Un vrai saumon, tu vois. quoi. C'est genre, est-ce que tu ne la fais pas à l'envers, le saumon, tu vois. Jamais tu te demandes si je sais pas, si une loutre, elle est pas en train un peu de se mentir à elle-même, tu vois. En revanche, nous, on a conscience de nous-mêmes, donc en fait, on peut tout à fait, on est vraiment la seule espèce qui peut dire genre, je t'aime bien, alors qu'en fait, je t'aime pas. Ou tiens, je suis content que tu aies eu cette promotion, alors que tu as envie que la personne elle meure. Et en fait, ça, c'est très typique de l'être humain, et donc c'est un truc universel. Et puis par ailleurs, en fait,
on peut faire plein de blagues très très bien sur notre inauthenticité, notre mauvaise foi, la façon dont on est influencé par le regard des autres, tout ça. Bah d'ailleurs, tu dis que de toute façon, il y a 3 façons d'être authentique seulement, c'est être pauvre, être amputé ou être vieux. Il n'y a pas d'autre manière. C'était la façon d'être un vrai gens, ce qu'on appelle les vrais gens. Les vrais gens, et j'essaie de voir qu'est-ce que... sont pauvres, amputés et vieux. Voilà, exactement. ou une seule de ces 3 choses, ça marche aussi. C'est déjà pas mal. Mais alors les 3 en même temps, alors là vraiment, t'es dans la méga vérité des gens, quoi. Il y a aussi, je trouve, une dimension un peu rétrospective dans ton humour. Tu parles à plusieurs reprises de ton enfance, notamment de ton adolescence, où tu avais un peu d'embonpoint et qu'on te surnommait David Castello-Lopez. La vanne est cruelle, mais elle est très drôle. Elle est super jeu de mots, c'est ça le problème, quoi. Est-ce que, au-delà de la vanne, je trouve que c'est marrant parce que tu as vraiment ce côté très enfantin de te poser des questions sur plein de choses et parfois un peu absurdes. Est-ce que ces questionnements-là, ils deviennent aussi un peu de l'enfance, quoi? Bah oui, je pense que je fais beaucoup de trucs sur depuis quand est-ce que les choses existent dans la vie. Ah bah tiens, depuis quand ça existe les micros dans lesquels on est en train de parler, qui sont vraiment des questions typiquement enfantines. Et en tout cas, je pense que j'ai continué à me les poser. Mais en fait, tu te les posais déjà en étant enfant? Je pense que je me les posais. Un enfant très curieux de tout. Ouais, complètement. Je me les posais déjà en étant enfant. Et en fait, bah oui, j'ai continué à me les poser. Et je me suis dit à un moment, tiens, peut-être il y a que moi qui ai continué à me les poser. Mais il y a une petite résonance des vidéos que je fais et qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent. Donc je pense que je suis pas le seul à continuer à me les poser à l'âge adulte, quoi. Ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. T'as un truc aussi avec les mots, je trouve. T'aimes bien utiliser des mots qu'on peut éviter, un peu rigolo, et les répéter comme ça plusieurs fois avec emphase. Par exemple, il y a un moment, c'est gigoter. Il gigote. Est-ce que tes vannes aussi, elles se jouent un peu comme ça sur la musicalité des mots? Est-ce que pour valider une vanne, tu te dis, tiens, le mot, il marche bien, là, je vais le répéter. En fait, une vanne peut tenir sur un mot que tu as utilisé et qui est pas mal. Je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment une vanne, mais gigoter, c'est un tout petit peu rigolo. Et si tu mets l'accent dessus, tu vas dire genre, hey, regarde, c'est pas un mot comme les autres que j'ai utilisé. Et la vanne peut tenir là-dessus. Oui, ça peut arriver que la vanne, ce soit un mot. Et là, c'est un petit peu le cas. Même si c'est pas, je veux dire, en fait, il y a pas de, c'est pas un endroit où genre je dis gigote et c'est censé avoir un énorme rire derrière. Mais ouais, il y a un petit truc comme ça, quoi. J'appuie dessus. On parle de musicalité, mais on va parler de musique un petit peu. Et David Castello-Lopez est toujours notre invité ce matin. Tu viens nous parler de ton spectacle authentique, mais aussi de ton nouveau livre, Les Origines, qui est sorti mercredi, je le disais tout à l'heure. À l'intérieur, tu expliques l'origine des objets. Tu faisais un Charles de Gaulle Lisbonne en avion, t'as vu une valise à roulettes et tu t'es dit pourquoi? Ouais, bah en fait ça fait quand même maintenant 8 ans que je fais des trucs. D'abord sur Canal+, j'ai fait une série qui s'appelait Depuis quand. C'était depuis quand ça existe les choses de la vie. Et donc déjà à ce moment-là, je suis allé au Japon pour faire les origines du surimi. Je suis allé aux États-Unis pour faire les origines de l'appareil photo numérique, enfin des trucs comme ça. Et donc c'est une passion en fait que j'ai de savoir depuis quand les choses existent. Et ensuite pendant 3 ans sur la radio qui s'appelle Europe 1, j'ai fait une chronique tous les jours sur les origines des choses. Et donc oui, tout à fait, ça peut tout à fait être la valise à roulettes qui est dans le livre de cette façon. Et voilà, là c'est 60 histoires de trucs, d'objets qui nous entourent, avec plein de blagues dedans aussi. Donc il y a un truc vraiment genre historique, journalistique, genre j'explique les origines de ces choses et en même temps je fais des blagues. Voilà. C'est le bon juste milieu. Je crois. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui, on te voit beaucoup dans le cadre de ton spectacle. Sur Internet, il y a beaucoup de mèmes avec ta tête, etc. Mais à la base, t'es ce qu'on pourrait dire, entre guillemets, un vrai journaliste. T'as fait des études dans le journalisme. Oui, je faisais ce que faisait Fauzi. Exactement. Je faisais des flash infos comme ça. T'as fait des choses très sérieuses, très classiques, avant de prendre un virage humoristique qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Dans ton livre, il y a de l'info, mais il y a de l'humour aussi. Ça a été quoi le déclencheur qui t'a fait te dire, en fait, je veux développer ma propre formule qui est une sorte d'hybridation entre de l'info et de la vanne? Ça n'a pas été en fait, je crois que j'avais pas de vocation de journaliste à être genre, tiens, moi je veux être un journaliste, je veux être, je sais pas, un journaliste super sérieux. Et en fait, je faisais un peu de musique, j'écrivais, je filmais un petit peu, je faisais de la photo et je me suis dit, bon, tiens, je vais être journaliste parce que faut bien trouver un métier. Mais il y avait toujours cette petite truc, je sais pas, un peu créatif et qui était un peu ce qui me tenait à cœur. Et donc, dès que j'ai naturellement commencé à mettre un peu des blagues dans ce que je faisais. Et le gros virage, c'est que
tu proposes des trucs comme ça, puis j'ai eu des trucs qui ont été acceptés par Canal+, qui mélangeaient ces deux choses, et à partir de là, tu fais, hey, en fait, et voilà, c'est des trucs qui te correspondent, qui sont à la fois sérieux sur le fond, mais aussi avec des blagues, de la musique aussi. Je mettais de la musique dans ce que je fais, et voilà, ça s'est fait progressivement, mais naturellement, parce que je pense que c'est ça dont j'avais envie au fond, quoi. Et est-ce que le journalisme t'aide dans l'humour ou pas? Bah oui, en fait, je pense qu'en fait, tu peux tout à fait faire un papier tout à fait, disons, sérieux et précis, et t'appuyer sur les faits pour faire tes blagues, quoi. C'est pas contradictoire, quoi. C'est parce que tu dis quelque chose de vrai qui est lié, qui est lié à la vérité que tu es en train d'exposer en tant que journaliste, que tu peux faire des blagues dessus, quoi. Ça va servir ta vanne, quoi. Exact. Moi, il y a une question que je me pose quand même, c'est est-ce que tu as des hops dans le journalisme, des gens qui se disent ouais, lui, il dénature un peu le métier. Est-ce que tu as des gens où tu as eu des échanges un peu désagréables qui se disaient ouais, lui. Non, assez peu, parce que je pense que c'est très clair quand je dis un truc qui est de l'ordre d'un fait et quand c'est une blague. Il n'y a pas de confusion possible entre les deux dans ce que je fais, dans les trucs que je fais. Donc je pense pas qu'il y a des gens qui me disent ça. Et puis même, il y a un truc, genre je me dis, on dit toujours, ouais, c'est un peu bizarre d'être à la fois journaliste et humoriste. C'est vrai, évidemment que Laurent Delahousse, s'il commence à faire des vannes dans ce qu'il dit, on va se faire, c'est chelou, quoi, parce qu'il doit incarner une sorte de neutralité. C'est genre, moi je parle comme ça et je n'utilise pas d'adjectifs ni de mots chelous parce que je dois transmettre, genre visuellement et dans mon ton, l'image de la vérité journalistique, en tout cas de la neutralité journalistique. Mais en fait, quand tu racontes une histoire à tes potes, une histoire vraie, qu'un truc que tu as appris sur je sais pas quoi, bah évidemment que tu vas mettre des blagues dedans et que tu vas ménager des petits effets et que tu vas faire tes petits coups de théâtre et tes petits trucs. Et ben en fait, c'est il peut tout à fait y avoir un journalisme qui est tout à fait conforme à ça, quoi. Et c'est ce que je fais, quoi. Et donc en fait, ça passe normalement comme une histoire peut être racontée dans un dîner, comme ça, quoi. Les deux peuvent coexister. Complètement. Okay. Et même c'est bien qu'ils coexistent, quoi. Alors ça rend les histoires mieux. Revenons à ton livre, donc qui s'appelle Les Origines. Ouais. Jusque là, tout est normal. Ensuite, le sous-titre, c'est tu veux savoir d'où viennent les choses, je vais te le dire. J'essaie de prendre le ton un peu David Castello-Lopez. Ouais. Là, déjà, on capte qu'il y a un truc un peu chelou dans le projet. Et ensuite, la couverture, c'est toi avec un essuie-glace dans la main et un grille-pain posé à côté. Ouais. Ma question est simple, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'essuie-glace et le grille-pain ? Ou pourquoi est-ce que j'ai... Tout cet enchaînement, mais surtout l'essuie-glace et le grille-pain, parce que le reste, bon, on comprend. Mais est-ce que c'est pas pour qu'on se pose cette question, justement ? Pourquoi ? Il fallait que la couverture, je la trouve, tu vois, qu'elle soit un peu drôle. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais me mettre en scène avec des objets. Et puis, il y a un truc où, genre, jamais dans ta vie, tu tiens un essuie-glace. Et moi, je suis assis dans un fauteuil, de façon un petit peu, j'ai l'air un petit peu sérieux comme ça. J'ai capté que c'était un essuie-glace, d'ailleurs. Mais ouais, il y a un petit truc intriguant, tu vois. Il y a un petit... et tu dis, et en fait, j'ai une gueule sérieuse, j'ai l'air d'être un peu, genre, un journaliste, monsieur. En plus, j'ai une chemise, etc. Et on dit, ah putain, mais il a un essuie-glace. Voilà, il y a une petite contradiction entre ma gueule et le sérieux du truc et le fait que je fais un truc complètement absurde et débile. Donc là, du coup, ça fait une couverture pas mal, je trouve, quoi. Et puis par ailleurs, c'est deux objets dont l'histoire est dans le livre aussi. Bah ouais, je fais l'histoire du grille-pain et je fais l'histoire de l'essuie-glace inventé par une femme. L'essuie-glace. Il faut le savoir. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Et on est encore pour quelques minutes avec notre invité du jour, David Castello-Lopez. Un peu que des tubes, hein. Ouais, t'as vu David, tu es venu nous parler de ton spectacle authentique, de ton livre Les Origines, deux projets avec beaucoup d'humour. Faire rire un lecteur et faire rire un auditeur, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que ta façon d'écrire les vannes change en fonction du support ? Ouais, en fait, au départ, c'était des chroniques radio, en fait. Les trucs, les textes qui sont dans Les Origines. Et quand je me suis dit, tiens, je vais les adapter en livre, j'ai beaucoup retravaillé les textes et je me suis rendu compte de ce que tu dis là, que en fait, des trucs qui passent bien à l'oral, en fait, tu le mets à l'écrit et tu fais genre, c'est trop long, c'est gai. Et donc, il faut écrire de façon un petit peu plus littéraire, en fait, tu vois, un petit peu plus avec il y a peut-être des phrases un peu mieux construites qui, à l'oral, seraient un peu pompeuses et chiantes. Et en fait, à l'écrit, ça passe quand même mieux quand tu les écris comme ça, quoi. Ok. En tout cas, une des constantes de ton humour, et c'est déjà revenu plusieurs fois dans la discussion, c'est la musique. Oui. D'ailleurs, dans le spectacle, tu sors la guitare le temps de quelques notes. Ouais. Mais ton plus gros hit, c'est évidemment... Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup, j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi, je voudrais des trucs. Aujourd'hui, c'est littéralement un classique d'Internet. Les gens connaissent parfois le son sans même savoir qui est David Castello-Lopez. Toi, comment tu analyses le succès de ce son 3 ans après l'avoir sorti ?
4 maintenant. 4 Ouais, même, ouais. ouais, 4. Écoute, tu sais, en fait, j'ai fait plein de petites musiques dans mes vidéos depuis 8 ans. Et puis, tu sais, je les mettais un peu sur Internet, elles avaient un certain succès. Puis, tout à coup, t'en fais une qui, au départ, c'est une chanson de 15 secondes, qui est dans un épisode, dans un reportage que j'ai fait sur la Suisse, et qui explique un principe économique, qui est le principe des biens positionnels. Et donc, c'était juste 15 secondes pour ça, comme une autre chanson, quoi. Et là, je l'ai mis. Ça n'avait pas vocation à péter, quoi. Mais pas, et genre, mais j'ai fait mes et tout à coup, mais je sais pas, ça s'est passé sur quelques jours. Il y avait eu 60 000 reprises sur TikTok. Ça a fait, je pense, en tout 100 millions de vues, tout truc confondu. Des gens qui font leur propre version partout en France et tout. Tu fais, mais genre, ouais. Et c'est vraiment un truc, c'est ultra inattendu parce que vraiment tu l'as pas fait pour ça, tu vois. Mais c'est agréable et aujourd'hui il y a des gens qui me connaissent effectivement que pour ça. Alors au bout d'un moment ça commence à te saouler un petit peu, tu dis genre monsieur c'est vous qui faites je possède des trucs, j'ai fait d'autres trucs s'il te plaît quoi. Mais bon c'est comme ça. J'ai vu que t'as pas bougé la tête quand on l'a écouté. J'ai l'impression qu'il y a Nous, quand on même était une à petite fond, forme de mais- voilà. Ouais voilà c'est genre vas-y mais c'est très bien et puis ça a augmenté ma notoriété. Il y a des gens qui m'ont connu grâce à ça et ensuite ont connu d'autres trucs donc c'est tout bénef, c'est très bien. Mais au-delà de la blague, t'as une vraie passion pour la musique, non? Parce que en fait, il y en a tout le temps dans tes vidéos, dans tes prods. Ben oui, en fait, j'ai eu un groupe de musique quand j'avais entre 18 et 21 ans. J'ai fait beaucoup de guitare dans ma vie. J'ai composé plein de chansons. Et puis ensuite, j'ai découvert Logic en 2015, le logiciel d'Apple qui permet de faire et j'ai vu, putain, mais comment c'est plus simple qu'avant. Mais c'est un truc de ouf. Les gens, ils se rendent pas compte que, genre, au début des années 2000, pour faire un morceau, mais c'était insupportable, quoi. Et c'était cher et c'était chiant. Et là, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles. Donc, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je disais, putain, je vais faire ma propre musique dedans. Et ouais, en fait, j'en fais tout le temps, en fait. Et t'as déjà eu l'ambition d'en faire, j'allais dire de manière sérieuse, mais en tout cas, sans mettre de blague. Peut-être je le ferai un jour. Cet été, en tout cas, j'ai fait mon premier concert. J'ai fait 10 minutes sur scène dans un festival en Suisse qui s'appelle Paléo, devant 25 000 personnes où j'ai chanté mes chansons, juste mes chansons, quoi. Donc un peu en mode rockstar. Et genre, j'ai fait genre, c'est bien, j'ai envie de faire plus. Et voilà, peut-être. Ok. Je crois savoir que tu as eu 43 ans il y a pas très longtemps. Ferme ta gueule. Donc voilà, avec tout le respect, tu dois pas être loin d'être un des plus vieux memeurs de France, Peut-être, mais ouais, avec peut-être. un énorme succès en tout cas. Ouais. À ton avis, c'est quoi l'astuce pour rester pertinent dans le milieu de l'humour et notamment sur Internet, qui est quand même un milieu qui a des codes très particuliers, quoi, et qui évolue très vite? Je sais pas s'il y a une recette ou pas. Faut être conscient, faut sentir à quel point on est ringard ou pas, quoi. Et je pense qu'il y a un moment, c'est assez terrorisant de se dire, bah non, en fait, je crois que je me rends plus compte si je suis ringard ou pas. Et tu vois des gens comme ça qui disent, putain, c'est fou à quel point ils étaient cool et ils ont cessé de l'être. Et ça se voit qu'ils s'en rendent pas compte. Et j'ai pas de recette, mais je prie les dieux du monde, des enfers et de tous les endroits pour ne jamais être jamais être une personne qui se rend pas compte qu'elle est ringarde, quoi. Pour l'instant, tu fites encore avec des gens comme Mr V qui sont quand même au climax de ce qu'est l'humour sur Internet, donc c'est que c'est ok. J'espère. D'ailleurs, vous avez beaucoup de points communs, je trouve, avec Mr V sur ce côté faire des musiques un peu blagues avec des petits jingles, des machins. Ouais, il est vraiment à un autre level, mais il y a un petit point commun, ouais. C'est quoi que tu kiffes le plus dans son humour? Ce que je kiffe le plus dans ce... Putain, c'est dur à dire, il fait tellement de trucs, il est exceptionnel, il est très très fort et je trouve ça bien, enfin je trouve ça admirable d'être aussi fort, aussi précis, aussi fin dans tout ce qu'il fait et avoir autant de succès, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de concession dans ce qu'il fait. Je pense qu'il essaye pas d'être méga populaire ou machin, etc. Et il l'est, et c'est vraiment de la qualité très très grande et qui cartonne à un niveau fou. Donc j'ai énormément de respect et d'admiration. Tu comptes recollaborer avec lui si il me repropose, ce sera toujours avec plaisir. L'appel est lancé. Merci beaucoup David, en tout cas d'avoir Merci été avec nous Merci ce matin. à vous tous, c'était un plaisir d'être là. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur scène pour ton spectacle authentique au Grand Rex le 15 octobre 2024, le 13 juin 2025 au Zénith de Paris et aussi en tournée dans toute la France. À Saint-Brieuc. Le 13 octobre, c'est ça. Le 13 octobre, exactement. Et puis ton livre, évidemment, Les Origines, qui est dispo depuis mercredi en librairie. Tout à fait. Je te souhaite un très beau week-end, David. Merci. Merci beaucoup.